la plupart du temps, on se met nous-mêmes nos limites, quoi. C'est incroyable. On a ce côté où on se met nous-mêmes nos limites, alors que le monde nous attend, quoi. Bah, il nous attend pas, mais le monde est là. Allez-y, rencontrez des gens. Vous trouverez toujours un moment ou un autre, quand vous arrivez avec une mentalité positive, des personnes. La positivité donne envie aux gens. Donc à ce moment-là, les personnes vont se rapprocher de vous. Et peut-être que dans une discussion, dans un bar, à boire un verre, eh bien c'est peut-être votre prochain business qui va sortir. Donc restez pas chez vous. C'est vrai que nos outils, c'est fantastique, c'est bien, mais ça doit être justement des outils qui nous servent à rencontrer encore plus de personnes. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Florent, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici à Mexico. Avec grand plaisir. Pour commencer ce nouvel épisode des Leaders sans frontières, je vais te laisser te présenter, raconter tes origines, résumer ton parcours et me donner tes fonctions actuelles. Donc Florent Housset, je viens de la région nantaise et je suis parti de France en 91. Donc pour faire des études d'école de commerce, là, j'ai fait le groupe ISG. Donc après le Japon, États-Unis et puis comme tout le monde à cette époque, on devait faire son service militaire. Donc j'ai utilisé le système français qui aujourd'hui s'appelle les VIE. Moi j'ai fait l'ancêtre du VIE qui s'appelle le CCNE. Et donc je suis arrivé au Mexique fin 94. Et je travaillais pour cette société dans les cartes à puce à l'époque, en 94. Et en 96, à la fin de mon VIE, bon, l'ancêtre du VIE, je suis resté au Mexique pour travailler dans une société toujours dans les cartes à puce. Et après, je suis rentré dans plutôt le milieu de la gestion de patrimoine. Et en 2004, avec mes associés, on a créé le groupe Equance, dont je m'occupe depuis 2004, un peu à travers le monde. Mais bon, je suis basé au Mexique. Et aujourd'hui, je suis directeur du développement pour le groupe Equance. Et ça m'emmène à beaucoup voyager à travers le monde, mais ma base est au Mexique, voilà. Et autrement, j'ai d'autres fonctions un peu plus, associatives, parce que je préside ici le comité du commerce extérieur à Mexico et aussi, j'ai pris la présidence pour la commission Amérique latine et Caraïbes, voilà. Avec une échéance qui arrive là, fin mars, le forum Amérique des conseils du commerce extérieur Et oui, qui se tiendra à Mexico. c'est un superbe événement, on est très fiers de recevoir nos collègues, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Caraïbes et d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'Asie, des personnes qui viennent d'Europe. On va recevoir donc notre, ministre du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, des grandes figures de la géopolitique, de l'intelligence artificielle, de décarbonisation et puis on va passer des bons moments entre nous parce que l'important c'est ça, c'est que les conseils du commerce extérieur, nous sommes 4 500 à travers le monde, un peu plus maintenant, je crois que Sophie Sidos, notre présidente, nous a dit qu'on arrivait plutôt à 4 700, 4 800 et donc ce qu'on est en train de faire là, c'est un événement qui a pas eu lieu depuis près de c'est 13 ans, hein, un forum, Amérique, nord-sud, n'avait pas eu lieu, depuis 13 ans. Le dernier avait eu lieu à Miami, organisé par, Paul Bensabat à l'époque et donc voilà, on prend le relais et on est très, très fiers de le faire. Tes attentes par rapport à ce forum, quels sont les objectifs à chaque fois des forums CCE? Alors, l'objectif numéro 1, évidemment, c'est parler de la France à l'international, hein. Et je pense qu'au niveau timing, on aurait difficilement fait mieux, hein. Je pense qu'on se pose beaucoup de questions, notamment dans les échanges commerciaux, actuellement entre le nord et le sud. Le Mexique, géographiquement et c'est le trait d'union, hein, entre le nord et le sud, donc c'était assez, comment on va dire? Logique d'utiliser le Mexique et puis nous sommes vraiment ravis de recevoir nos collègues et parce que notre force, on est 4 500 mais il faut qu'on se connaisse et l'important justement, c'est de se connaître, de comprendre un peu mieux les attentes des CCE d'Amérique latine, un peu plus des attentes d'Amérique du Nord et puis créer des connexions
Et puis, il n'est pas interdit de faire du business non plus. Donc, faisons du business entre nous. Il y a des nouvelles règles au niveau du commerce. À nous de bien écouter, à nous de bien comprendre le nouveau système et comment la France peut s'en sortir vers le haut. Et puis, aussi, le but, c'est passer des bons moments. Passer des bons moments. Donc, on va recevoir comme il se doit les différentes personnes qui viennent du nord et du sud. Et ensuite, ce qui est très, très intéressant aussi lorsque les personnes viennent à un forum, évidemment, ils vont entendre des conférences qui vont être très, très intéressantes. Ils vont en même temps passer des bons moments et si jamais en plus ils ont fait, des connexions, pour le business, je pense que tout le monde repartira très, très heureux. On va revenir sur les débuts de ton parcours. Mmh. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans l'expatriation? Pourquoi es-tu parti, construire ta carrière à l'international? Oh, toujours la soif de, quand, moi je viens de la région nantaise, déjà, rien de partir à Paris, c'était déjà une aventure et ensuite, bah, les portes s'ouvrent, on essaye de voir vers dans quelle direction on veut aller et j'avais toujours cette soif de connaître l'extérieur, de pas se limiter à ce qu'on nous proposait. Donc, école de commerce, possibilité de partir à l'international, travailler en même temps pour des sociétés. Donc c'était vraiment, fantastique cet enrichissement personnel, de connaître les autres. Ça, c'est vraiment, vraiment important et oui, une connaissance un petit peu à l'international et puis vraiment très, très, très intéressant de passer de l'Asie au territoire américain, Afrique et cetera. Donc, ça me passionne, à chaque fois que je voyage dans un nouveau pays pour le travail, bon, on a toujours nos petites habitudes et cetera, mais on part de «zéro» entre guillemets. On essaie de comprendre comment fonctionne comment le pays, pourquoi, les Français qui vivent dans ce pays fonctionnent de cette façon-là. Donc c'est vraiment passionnant et ça, c'est une chose qui m'a toujours pas quitté, j'allais dire, par rapport à cette soif de connaître l'autre, voilà. Tu parcours le monde, tu as vécu donc au Japon, en Chine, aux États-Unis et aujourd'hui ta base est au Mexique Oui. et ce depuis 94 comme tu le dis. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la culture mexicaine et ton amour pour ce pays qui est aujourd'hui ton pays de résidence? Alors disons que le Mexique, moi, c'était un pays que je connaissais pas. Je suis arrivé ici pour faire ma coopération et puis bon, c'est vrai que, au départ, on se pose pas mal de questions, hein, quand on arrive sur un pays, et puis après on s'y sent bien et après on s'y sent très, très bien. C'est un petit peu comme dans un couple, après 7 ans, une fois qu'on est resté dans le pays, c'est difficile de repartir et donc toutes les personnes qui vivent ici, il y en a certains qui se plaisent, il y en a certains qui se plaisent pas, mais personne reste indifférent. Heu, avant tout, je pense que ce qui nous attire dans un pays, c'est les gens. Voilà, les Mexicains sont des gens absolument adorables. Heu, on a beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. C'est ça qui est très, très intéressant. Quelles sont ces similitudes et ces différences? Bah, la similitude, nous sommes comment? Latins. Donc on a vraiment on a l'impression qu'on est cousins, on est proches et cetera. Maintenant, il y a des spécificités. Ici, il y a des codes. Il y a des codes, le oui ou le non, bah, n'a pas les mêmes significations qu'on peut avoir, en France. Ici, dire non, c'est très compliqué. Donc culturellement, c'est super intéressant, le ahorita, c'est pas maintenant, hein, c'est peut-être plus tard et ça reste très dans le donc c'est vrai que si jamais on arrive avec un côté très rigoureux, par rapport à toutes ces choses-là et que l'on garde un petit peu on garde un petit peu nos certitudes, bah, c'est difficile de s'intégrer. Donc il faut savoir s'intégrer et l'important, c'est ça. Je pense que partout où on se retrouve, que ça soit au Mexique, que ça soit en Asie ou autre, c'est, s'intégrer et ici, bon, c'est beaucoup plus facile. La culture, mexicaine, latine est vraiment super, super intéressante et puis après ce pays-là, bon, il y a le côté aussi business, hein, quand on voit, 130 millions d'habitants, âge moyen 29 ans. D'ailleurs, bah, je me demande pourquoi on n'est pas plus nombreux, pourquoi la France ne fait pas plus de business au Mexique? Pourquoi on n'attire pas plus nos politiques? Pourquoi on n'attire pas plus nos entrepreneurs et nos grandes entreprises? Je pense qu'on s'est dans les 20 dernières années, on a fait France-Afrique, la Chine, le Brésil et cetera. Ce serait intéressant de faire un ratio de ceux qui se sont vraiment cassés les dents dans ces différents pays. Ici, la réussite est plutôt, générale. Donc, je fais la publicité et je me sens ambassadeur du Mexique auprès de notre communauté. C'est un pays ouvert sur l'extérieur et un pays accueillant. Maintenant, c'est un pays où il faut prendre son temps. Les ré le comment
le rapport humain est d'une importance capitale. Donc lorsque ce sont des cycles pour les entreprises de 2, 3, 4 ans, c'est un peu court. La confiance vient vraiment sur le long terme. Et c'est vrai que quand on voit bon, même si jamais en ce moment c'est un petit peu pas conflictuel, mais un petit peu tendu avec nos voisins du Nord, mais les opportunités de business sont absolument énormes. Donc quelque part, on se demande: «Mais comment on va rendre la mariée plus belle?» quoi, donc c'est important de venir. Il y a d'autres soucis au Mexique, c'est certain, il y a d'autres problèmes, mais il y a quand même un marché intérieur qui est absolument énorme, quoi. 130 millions d'habitants, vue sur le sud, vue sur le nord, des relations excellentes avec l'Europe. Je pense que le peuple mexicain, le peuple français, s'apprécie beaucoup. Alors je ne vais pas faire cette blague que les Mexicains nous adorent jusqu'au moment où ils nous connaissent, mais par contre une chose qui est vraiment le Mexicain en général a une très, très bonne image de la France, voilà. Durant ta carrière, oui, durant ta vie d'expatrié, quel a été ton plus grand défi culturel? Oh, c'est le Japon. Est-ce que tu peux me partager une anecdote par rapport à ton acclimatation au Japon? Bah, le Japon déjà, j'arrivais des États-Unis, donc après quelques vacances en plus, dans l'Ouest américain, en passant par Hawaï et cetera, donc on n'était plus dans la vraie vie et arrivé au Japon où, c'était difficile en plus à l'époque, le yen était très, très fort. Donc le cadre de vie a été très réduit, hein. Déjà tout est assez petit, et les codes sont absolument alors j'adore moi le Japon, mais il y a des codes culturels qui sont très, très forts. Donc non le gros changement a été au niveau, gastronomique, hein. J'adore la nourriture japonaise, mais bon j'ai compris ce que ça voulait dire 100 yens quoi, hein. Parce que, pendant j'y suis resté, je faisais mes études en même temps, donc j'y suis resté, presque 1 an. Et là, on prend un choc culturel terrible parce qu'on ne comprend pas, comment ils fonctionnent, on pense à un moment comprendre un petit peu parce qu'on parle 3 mots. On avait fait pendant mes études, j'avais fait un petit mémoire sur l'organisation au travail, des Japonais. Je parle là dans les années 90, hein, le Japon a beaucoup évolué depuis, hein, mais dans les années 90, c'était assez intéressant et j'avais rencontré une femme, qui était mariée avec un Japonais et j'avais adoré quand on a fait ce rapport-là, j'avais adoré son rapport par rapport au Japon. Elle a dit: «Moi, quand je suis arrivée au Japon, je comprenais rien, mais vraiment rien. J'ai appris la langue, je me suis mariée avec un Japonais, donc j'ai eu tous les codes culturels et cetera et maintenant ça fait 15 ans que je vis ici et la première personne que je ne comprends pas, c'est mon mari». Donc c'était assez intéressant et puis avoir beaucoup à ce moment-là, il faudra un peu d'humilité. Si jamais une femme qui était là-bas depuis 15 ans ne comprenait pas exactement comment ça fonctionnait encore, donc il faut rester à sa place. Mais moi, c'était le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est le Japon. Quelle a été, la conclusion de ton rapport sur la culture au travail, l'engagement au travail des Japonais en 91, 80, Que l'individu n'existe pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le groupe qui existe. Mmh. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein, quand un Japonais, rentre du travail, trop tôt, son épouse lui demande pourquoi. Il faut qu'il aille faire, enfin qu'il aille travailler, avec ses collègues, il faut qu'il aille boire un verre avec ses collègues parce que l'individu n'existe pas en tant que lui-même. Et c'est la femme généralement qui gère tout ce qui est financier. Elle donnait, bah, ça a évolué j'imagine, mais elle donnait l'argent à son mari pour ses dépenses au quotidien. Mais bah, lui travaillait et elle, généralement, à ce moment-là, c'était plutôt un enfant. Il y avait pas beaucoup plus d'enfants par foyer, mais vraiment, il devait passer son temps au travail. C'était l'honneur à ce moment-là et puis, une chose qui est très intéressante, des personnes nous, quand on part à l'international, heu, on a l'impression qu'on s'enrichit et que quand on revient en France, généralement, on a des postes supérieurs. Là, c'était inverse, un Japonais qui part à l'international, il doit repartir un peu plus bas parce qu'il était entre guillemets «contaminé» par, le côté international. Et je l'ai dit encore, c'est dans les années 90, hein, ça a beaucoup évolué depuis. Et une chose qui nous avait vraiment marqué aussi, c'était, comment un manager japonais qui partait à la retraite et il écrivait à sa femme avant de «rentrer chez lui» entre guillemets, parce qu'il rentrait chez sa femme, donc il lui écrivait pour lui dire pour se représenter à nouveau. Donc ils étaient connus jeunes, il avait une vie professionnelle assez chargée
et voilà, qui revenait ensuite dans le foyer familial à la retraite. Il avait écrit une lettre pour, lui dire qui il était vraiment, quoi. Donc là, vraiment, en choc culturel, c'est difficile de faire plus, quoi. Dans cette société traditionnelle, le don de soi pour l'entreprise, c'est Tout à fait. On l'a toujours, mais beaucoup moins aujourd'hui, hein, mmh. voilà. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la culture japonaise, j'y ai passé 1 an, non, voilà. Non, mais c'est intéressant de voir ce choc culturel et ensuite, on a parlé précédemment du Mexique, de voir comment tu t'es adapté au Mexique. Ça nous amène sur, l'histoire de ta vie, Equance, Mmh. que tu as créé comme tu l'as expliqué au début en 2004. Ouais, on était, 5 associés. En 2004, nous avons créé la société Equance, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer vos activités aujourd'hui et les périmètres que vous couvrez? Bien sûr, donc Equance, c'est un groupe français et on s'occupe de tout ce qui est organisation fiscale et patrimoniale des Français de l'étranger. Et je pense que pour bien conseiller, quelqu'un au niveau de son organisation patrimoniale, bah, il faut comprendre. Donc comment on comprend? Bah, en vivant les mêmes choses. C'est difficile de conseiller quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres et qu'on ne connaît pas son quotidien. Les le comment les soucis, par exemple, sur le change, il y a des pays où il y a des comment des contrôles d'échange, il y a des possibilités il y a une convention fiscale, pas de convention fiscale. Donc l'ADN même de notre société, c'est un rapport de proximité. Dans tous les pays où nous sommes présents, 50 pays aujourd'hui, nous avons des personnes de chez Equance qui sont qui ont une connotation de proximité et qui vivent ce que les gens vivent. Donc, par exemple, moi, les clients que je peux avoir ici au Mexique, bah, je peux comprendre comment ça fonctionne puisque je l'ai moi-même vécu. Les questions qui se posent pour leur famille, protection familiale, organisation patrimoniale, fiscale, retour en France, pas retour en France, achat d'un bien. Ah bah, je veux faire un crédit en France. Ah bah oui, mais on ne veut pas faire un crédit à un non-résident. Donc tout ça, bah, c'est la base même de notre métier. Bon, finalement, on n'a rien inventé, hein. Les choses existent, mais par contre, on sait faire la gymnastique. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a 12 000 clients à travers le monde et donc, on continue à croître. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure, à fonder Equance et à créer, ta propre structure avec, tes 4 autres associés? Bah, disons que, lorsqu'on travaille pour les autres, à un moment ou à un autre, on se dit: «Pourquoi pas essayer?» quoi. Et puis bon, l'entrepreneuriat et puis bon, il y a le côté aussi, on est des enfants, un petit peu, capricieux. À un moment ou à un autre dire: «Bah, tu vas aller là» et cetera. Moi, je le comprends très bien pour les expatriés et je le comprends et il y en a certains qui s'y retrouvent. Moi, j'ai besoin à ce moment-là d'avoir cette notion de liberté et se créer une société, c'est stressant, c'est difficile, c'est compliqué, mais la notion de liberté est énorme et l'entrepreneuriat me passionne et donc j'avais toujours eu cette envie et avec mes associés, on a pu, créer Sequence et faire une belle aventure. Une très, très belle aventure, heu, d'entreprise et humaine aussi. Donc, rencontrer des personnes qu'on embauche un peu partout à travers le monde, connaître leur background, les accompagner pour, leur succès et le succès de la société. Non, c'est vraiment passionnant, quoi. Vraiment Mmh. passionnant et puis bon, bah, non, on a cet ADN-là et finalement, bah, maintenant on a plus d'amis que de collègues, quoi. Comment ça s'est passé la genèse? Comment est-ce que tu as choisi tes associés? Parce que c'est pas neutre de, On se choisir. connaissait déjà avant, on était dans un groupe, avant ensemble, donc on on s'est accompagnés par rapport aux gros changements. C'est vrai que quand on parle de 2004, c'était, ça va vous paraître vraiment bizarre, mais internet, c'était le début, quoi. C'était vraiment le début et on voyait que le métier allait complètement changer. Heu, d'un métier où quand on se retrouvait à travers le monde, il y avait une approche plutôt produit. On dit: «Voilà, ce produit est fantastique, extraordinaire, faut le prendre» et cetera. Les gens ont été de plus en plus informés. Aujourd'hui, une personne n'a pas besoin d'un groupe comme nous pour, s'ouvrir un compte, pour, faire un PEA, pour s'acheter, de la SCPI, mais on est plus pour de la stratégie Mmh. et donc comme on savait que le métier allait évoluer, qu'il fallait regarder les choses beaucoup plus globalement et beh, il fallait se professionnaliser et arrêter d'avoir cette approche produit et la genèse, elle est là. On voyait, avec l'étendue d'internet que l'accès à l'information est beaucoup plus fort et qu'il fallait changer un petit peu les mentalités là-dessus et d'accompagner nos expatriés. Le one shot n'existait plus entre guillemets et on le voit très bien, c'est très compliqué pour nos organismes bancaires,
lorsque un Français part de France, dans n'importe quel pays à travers le monde, si jamais il n'est pas en Europe, il change. Le Français à l'international change, il voit d'autres opportunités, il voit d'autres choses et quelquefois, le banquier n'a pas les mêmes visions à ce moment-là, parce qu'il est resté en France avec des visions très françaises qui sont très, très bien, hein. Mais à ce moment-là, je pense que l'expatrié, le non-résident a besoin d'autres expertises et avoir une vision globale. Allez voir la plupart des non-résidents ou les expatriés en disant, «Bon, dans 20 ans, vous serez où?» Il y en a très, très peu qui vont vous dire: «Ah moi, c'est sûr, je vais être, dans la région lyonnaise, j'ai mon appartement», et très peu. Donc il faut prendre tout ça en compte, avec les accidents de la vie, avec, les difficultés de la vie, les divorces, les décès et cetera. Donc on a vraiment cette vision globale et derrière, le produit maintenant, c'est le dernier maillon de la chaîne. J'aime bien parler de notre métier en tant qu'architecte du patrimoine. C'est-à-dire on construit le patrimoine. On parle d'une feuille blanche avec notre connaissance, avec un patrimoine déjà existant de nos clients et qu'ils ont construit au fur et à mesure. Parce que l'expatrié d'hier n'a plus rien à voir avec l'expatrié d'aujourd'hui. Avant, on faisait le tour du monde, on revenait en France. Aujourd'hui, tiens, je vais au Mexique, oh, j'aime bien, je me marie, j'ai des enfants, je reste ici. Ah bon, on va partir ensuite en Argentine, on va partir ailleurs. Eh bien, il faut que le patrimoine suive. Donc, il faut avoir certaines connaissances et c'est pour cette raison qu'on en a fait notre métier et qui nous passionne. Tu es depuis 2013 directeur développement export Oui. chez Equance. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle et la stratégie que vous avez pour vous exporter et pour vous étendre à l'international? Alors, à l'origine, comme toute société, on était tout petit. Donc, on est resté sur la zone qu'on connaissait bien. OK? Donc, moi sur le Mexique, un peu d'Amérique latine, États-Unis et cetera. Et puis au fur et à mesure, on crée la boîte en 2004, on commence à respirer en 2008, on se prend la crise. Donc, comme on est resté vivant, on a dit: «Bon, c'est bien». 2009, on change un petit peu nos fusils d'épaule, on est beaucoup plus orienté sur d'autres produits, SCPI, crédit, effet de levier. 2010, on prend la décision, d'ouvrir Dubaï et donc, après plusieurs années, ça a été un véritable succès et en 2013, Shanghai, Pékin, et puis ainsi de suite, Hong Kong, Thaïlande, Singapour et cetera. Donc, la boîte a vraiment, vraiment s'est vraiment développée sur l'Asie et le Moyen-Orient. À chaque fois que vous ouvrez un bureau, comment est-ce que vous faites? C'est vous déployez quelqu'un, vous embauchez quelqu'un en Tout local? à fait. Vous Donc avez un playbook, par on exemple? arrive avec notre petite valise et puis on va manger. Donc ça, c'est la première chose parce que il faut aller dans les meilleurs restaurants français parce qu'on sait très bien que les Français vont trouver le meilleur restaurant français. Donc ça, c'était ma petite stratégie. Dès que j'arrivais quelque part avec ma petite valise, j'allais manger déjà. Et souvent, les personnes avec qui, on les lançait sur zone, ils me disaient: «Mais comment on se lance?» On va aller manger et donc c'est resté un petit peu, une petite blague, entre nous et c'est ça et après il faut comprendre le système donc il y a le côté légal donc installation de la filiale, installation des personnes et cetera. Puis on se fait vite connaître, hein et puis bon, comme on a déjà du réseau, au fur et à mesure le plus dur, c'était au départ, 2010, 2013 et cetera parce que on arrivait avec beaucoup d'envie, mais on n'était pas du tout connus. Maintenant, on est un peu connus dans la communauté française, donc voilà, c'est entre guillemets «plus simple» et plus compliqué aussi parce qu'il y a plus de concurrence aussi. Et on a plus, notamment sur la partie asiatique parce qu'il y a la concurrence anglo-saxonne, qui est un peu plus forte, mais on fait vraiment 2 métiers différents. Nous, on est vraiment sur la protection familiale, la protection du conjoint et avec nos spécificités françaises. Et souvent, on nous dit: «Mais vous pouvez pas travailler avec d'autres nationalités». C'est déjà tellement complexe la fiscalité française et notamment pour les non-résidents, qu'on va continuer à faire ce qu'on sait faire après, parce que, parler avec un Espagnol, un Italien, ou un Anglais, il aura sa spécificité. Puis je pense que quand on parle de ces choses-là, on parle vraiment de nos racines et c'est beaucoup plus simple quand on parle vraiment de patrimoine, de parler dans sa langue maternelle. Quelles sont les valeurs, l'ADN d'Equance et comment est-ce que vous faites à chaque fois que vous ouvrez un nouveau bureau pour faire comprendre aux nouveaux collaborateurs cet ADN? Oui, garder le sens de l'entreprise. Disons que ça, c'est notre rôle, hein, aux différents associés.
transmettre ces valeurs-là. Bon, il y a déjà aussi, le côté légal parce que notre métier est très, très, réglementé. Donc là, c'est la chose la plus importante entre guillemets. Les personnes sont, dans nos bureaux de Montpellier et Paris, en formation avant de partir. Donc, pour bien Combien travailler de sur temps toute à la peu près? ça dépend, ça va de 1 à 2 semaines à plusieurs mois si jamais on les garde dans les bureaux. Mais bon, déjà comprendre comment ça fonctionne, comment nos bureaux fonctionnent, comment nos produits fonctionnent, comment, notre ADN fonctionne et comme ça, c'est le plus important. Parce que dans notre métier, ou bien on fait déjà le métier et on parle international, ou bien on est à l'international et on apprend le métier. Une personne qui connaît ni l'international ni notre métier, ça va être compliqué, quoi. Donc il faut, donc ensuite, nous, on va s'adapter en fonction de l'accompagnement des différentes personnes qu'on met sur place, sur zone, si jamais ils ont une bonne connaissance locale ou du métier. Et là, justement, bah, ça va être notre rôle. Si jamais ils n'ont pas connaissance du métier, il y a certaines personnes de chez nous qui vont arriver régulièrement de façon de les accompagner. S'ils ont une bonne relation, s'ils n'ont pas la connaissance locale, bon, moi, comme c'est mon métier depuis maintenant plus de 25 ans, je viens avec des réseaux que j'ai déjà sur place. Et puis voilà, mais puis on a des clientèles qui bougent. Personne reste au même endroit. Donc, automatiquement, on a toujours des clients dans tous les pays, qu'on rencontre. Et puis à ce moment-là, si jamais, et ça c'est la réussite vraiment, c'est si jamais on a fait un beau boulot, et ben, ils nous recommandent. Voilà, la recommandation se passe comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait l'ADN Equans? L'ADN, c'est l'humain. Je pense qu'il faut remettre un petit peu, l'humain au centre du village. On est dans un milieu de la finance. On parle que des choses super sexy, divorce, décès, donc c'est pas un métier glamour, hein. Donc si jamais on n'a pas ces valeurs à transmettre, bah, c'est compliqué. Donc, il faut remettre de l'humain. Aujourd'hui, le milieu financier est quelquefois là un petit peu oublié et quand je parle de manger, eh bien, voilà, on est autour d'une table avec nos clients, nos prospects, nos collaborateurs et on discute, on parle de nos aventures, on parle de notre vie et cetera et c'est ça qui fait la différence. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a rien inventé. Les personnes, qu'on va les conseiller pour l'orientation, mais les produits qu'il peut avoir sur le marché, les gens peuvent le trouver. Nous, on va amener c'est comment la gymnastique et surtout, la grande différence aussi, c'est qu'une personne qui se retrouve, qui commence sa relation au Mexique, demain se retrouve à Singapour, elle se retrouve en Thaïlande, elle aura toujours une personne d'Equance avec la même philosophie, avec le même fil directeur. Voilà. On parle de l'accompagnement des expatriés pour la gestion de leur patrimoine depuis le début. Quelles sont les erreurs courantes que font les particuliers dans la gestion de leur patrimoine en France ou à l'international? Heu, Souvent, bah, alors il y a deux catégories. Il y a les catégories des grandes entreprises et les entrepreneurs. Souvent, eh bien, on laisse faire. On dit: «On a du temps, on a du temps, on aura le temps de faire ça, on aura le temps de faire ma retraite, on aura le temps de placer de l'argent, on aura toujours le temps» et puis on est pris par le temps et notamment pour les expatriés et souvent l'erreur aussi quelquefois se dire: «Bah, l'entreprise, comme c'est un petit peu la nature française, l'entreprise va s'en charger, va le faire pour moi» et non, l'entreprise fait beaucoup de choses pour eux, mais pas tout donc et à un moment, bah, il faut prendre un petit peu de hauteur, de faire une photographie de son patrimoine, se dire: «Est-ce que je suis pas mal organisé? Est-ce que j'ai déjà transmis à mes ayants droit? Est-ce que mon, mon mariage est toujours, sur la communauté de biens?» par exemple, parce que bon, je peux vous parler de 2-3 exemples, hein, des clients qui s'étaient mariés en 91 en 94 en France, sur la communauté de biens. Ils sont partis ensuite à New York. Monsieur avait trouvé du boulot. Madame le suit, ils venaient de commencer leur vie. Ils étaient en communauté de biens, donc pas de problème. Ils arrivent là-bas. Difficulté d'ouvrir un code bancaire à 2 personnes. Ensuite, monsieur travaillait, madame ne travaillait pas. Ils font un crédit. Ils achètent une maison. Tout est au nom de monsieur. Mais une chose qu'ils avaient oublié à ce moment-là, c'est que au bout de 10 ans de vie, ils étaient automatiquement en séparation de biens parce qu'ils reprenaient, il y avait mutation du régime matrimonial et donc comme ils étaient à New York, le régime matrimonial new-yorkais et la séparation de biens. Ils ont divorcé, 2-3 ans après
et à ce moment-là, eh bien, ils étaient plus en communauté de biens. Ils étaient en séparation de biens. Donc imaginez le, le drame, familial que ça peut comporter et quelque part, souvent, on a trop tendance à regarder combien ça rapporte, quel pourcentage ça rapporte, quels sont les frais qui sont liés au produit, alors que là, c'est finalement à la fin epsilon. Parce que ce qui est important, c'est tous les pans de patrimoine et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur la partie patrimoniale. Donc voilà, la première erreur, c'est de pas trop se documenter, de rester un petit peu, sur la surface et regarder simplement, le basique. Mmh. Ça se travaille, c'est un métier et je pense que c'est important à un moment ou à un autre de se dire: «Voilà, maintenant les enfants grandissent, comment je les protège? Comment je protège mes ayants droit?» Et là, il faut faire une photographie de son patrimoine à instant T et faire appel, je pense, à des professionnels comme nous, voilà. Est-ce que tu peux me raconter, une anecdote de vie, un challenge situationnel qui t'a appris, hem, une connaissance, un moment où tu te dis: «OK, c'est un aha moment où, je viens de vivre cette situation et je comprends, un concept qui m'avait échappé, avant cela». Bah, c'est peut-être un petit conseil que je vais donner à ce moment-là, aux étudiants en France. On on est bloqué dans notre cerveau quelquefois, on voit que les grandes écoles. C'est parce que c'est notre système élitiste qui veut ça et moi j'ai fait une école que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle l'ISG. Évidemment, je voyais HEC, je voyais SEIC, je voyais tous ces trucs-là. Pour moi, c'était vraiment les big 5, hein. Et puis je suis vécu au Japon, je suis passé en Corée, je suis passé en Chine, passé dans toutes ces alors pareil, hein, c'est des années 90. Puis je parlais avec les entrepreneurs, avec les chefs d'entreprise, mais pas français, étrangers, mais ils connaissaient pas. Que ce soit le ISG, HEC ou ils connaissaient pas. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai dit: «Mais dans ce cas-là, je suis sur le même pied d'égalité, là. Si j'envoie mon CV en France, je vais pas l'être et si j'envoie à l'étranger, je vais l'être». Et là, c'est plus ma personnalité qu'on va mettre en avant et pas forcément ma formation. Et ça, c'est primordial parce que je pense qu'une école est un moyen et pas un but. Et malheureusement, quelquefois, on se met des barrières nous-mêmes. Mmh. Et moi, le partir à l'international m'a libéré. À dire: «Mais la vie est faite que d'opportunités». Alors qu'en France, c'était en gros, je devais lutter pour prouver ce que mon diplôme allait valoir. Et là, non, c'était ma personnalité qui allait être prise en compte. Et ça a tout changé. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Ne juge pas. Heu, lorsqu'on fait le quand on parle international, on a cette tendance et d'ailleurs, vous le remarquerez peut-être quelquefois dans les discussions, ça, c'est pas normal. Mais où est la normalité? Où est-ce qu'on met le curseur de ça, c'est normal et ça, c'est pas normal? Et moi, c'est ce qui m'a choqué quand je revenais régulièrement en France, c'est dans les discussions comme ça, c'est le mot ne c'est pas normal. Ça veut tout et rien dire. Et c'est vrai qu'on a cette tendance peut-être, en nous de vouloir juger et c'est ça quand on arrive à l'international, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, mais on n'a pas assez de background pour juger et si jamais j'ai un conseil à donner à nos jeunes, ou des personnes qui veulent partir à l'international, vraiment ne jugez pas, quoi. Prenez comme ça arrive et puis adaptez-vous. Mais, ils nous attendent pas, hein. Il y a un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de monsieur Gourdeau-Montagne, qui sera d'ailleurs, au forum. C'est «Les autres ne pensent pas comme nous». Je vous invite à le lire. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment passionné. On nous attend pas, on pense pas comme nous, donc si jamais on s'adapte pas, on n'évoluera pas. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te guide dans la vie? Oui, être sérieux sans se prendre au sérieux et ça, pour moi, c'est super important. On peut faire des choses très, très bien, très sérieuses. Je peux vous assurer, hier soir, on avait encore un comité CCE, à la résidence. Hem, Super ambiance, les gens s'entendent bien. On parle de choses super sérieuses pendant 2 heures, mais on finit toujours par un apéro et les gens se rencontrent. Et petite entreprise va rencontrer la grande entreprise, un jeune va rencontrer un moins jeune. On va parler, on va discuter
Et je reviens toujours, si jamais on met de l'humain, ça fonctionne. Si jamais on fait une réunion, fermée, dans un bureau à 8 heures du matin où, l'entrepreneur va rencontrer, un grand patron, d'une entreprise française ici, il va pas lui parler, hein. Il va pas oser et ils se rencontreront pas. Là, oui. Là et puis les gens restent, ils restent 1 heure, 2 heures, ils discutent, ils parlent de leur background et puis il y a des connexions qui se créent. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se parle, il faut qu'on l'humain. L'humain est au cœur de tout et en utilisant les outils de façon intelligente, pas comme moi voilà et puis on a tous notre ego, c'est évident, mais de temps en temps, ça serait pas mal de le mettre de côté, quoi. Quel est ton indispensable, Florent? Ma famille. Y a-t-il un sujet que tu souhaites aborder, qu'on n'a pas abordé dans ce podcast et qui te tient à cœur? Oui, l'entrepreneuriat. J'ai monté une société de bateaux D'accord. à Cancun avec 2 autres associés et hem et on a utilisé la crise du covid comme une opportunité. C'est-à-dire, j'ai un ami malheureusement décédé aujourd'hui qui m'a dit: «Tu sais, au Mexique, on a toujours des crises. C'est cyclique, mais ça fonctionne et quand il y a des crises, il faut investir. Mais si jamais une crise mondiale, tu investis plus» et pendant le covid et bien, on a pris la décision de se lancer dans un business de catamaran qu'on a acheté dans les Caraïbes, en plein milieu du covid. Donc on a pris des gros risques. On ne savait pas encore si jamais ça allait reprendre, mais le Mexique n'était pas fermé, donc les gens venaient au Mexique et ça a tout de suite pris et donc aujourd'hui, c'est une belle petite société, qui fonctionne bien et on sort les touristes, à se balader, dans la région de Cancun et Caraïbes et heu et le covid a été un moment c'était pas un point d'arrêt, c'était un point de départ. C'était super intéressant. Donc l'entrepreneuriat Ouais. est fabuleux et pareil, ce sont des rencontres, toujours la même chose, des rencontres. Heu, sortez, rencontrez, voyagez, vraiment il faut de plus en plus que notre jeunesse française, elle est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. La plupart du temps, vous en êtes vous des preuves aussi, hein. La plupart du temps, on se met nous-mêmes nos limites, quoi. C'est incroyable. On a ce côté où on se met nous-mêmes nos limites, alors que le monde nous attend, quoi. Bah, il nous attend pas, mais le monde est là. Allez-y, rencontrez les gens. Vous trouverez toujours un moment ou un autre que vous arrivez avec une mentalité positive, des personnes, comment la positivité donne envie aux gens. Donc à ce moment-là, les personnes vont se rapprocher de vous et peut-être que dans une discussion, dans un bar à boire un verre, eh bien, c'est peut-être votre prochain business qui va sortir. Donc restez pas chez vous. C'est vrai que nos outils, c'est fantastique, c'est bien, mais ça doit être justement des outils qui nous servent à rencontrer encore plus de personnes. Donc je reviens au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau associatif, rencontrer les gens et puis, voilà et puis il faut aimer les gens. À ce moment-là, je pense que vous aurez déjà fait un grand pas vers le succès à l'international. Merci beaucoup, Florent. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup et puis, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur des plateformes d'écoute préférées ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.